Le Pentagone publie sa National Defense Strategy 2026, et le signal envoyé aux alliés est brutal. Les États-Unis veulent prioriser leur territoire et pousser les partenaires à prendre davantage la charge. La question n'est pas « est-ce que Washington s'isole ?» Le document s'en défend. La vraie question c'est « qui paie la sécurité et qui encaisse la pression ?» Une Defense Strategy, ce n'est pas un discours, c'est un document cadre qui fixe l'ordre des priorités, ce que l'armée prépare et ce que les alliés doivent comprendre entre les lignes. Dans le texte, le récit est clair. Washington reproche aux partenaires d'avoir agi comme des dépendants plutôt que comme des partenaires et dit vouloir corriger ça. Le classement des priorités est le cœur du message. 1. Défendre le territoire américain d'abord. 2. Dissuader la Chine dans l'Indo-Pacifique par la force, pas la confrontation. 3. Accroître le burden sharing, que les alliés prennent la responsabilité principale dans leur région. 4. Réarmer l'industrie, capacité de production, chaîne d'approvisionnement, munitions. Burden sharing, ce n'est pas un slogan, ça veut dire transfert de risque. Si les alliés gèrent d'abord leurs menaces, les États-Unis se réservent le rôle de filet de sécurité, pas celui de bouclier automatique. Et un passage important. Le Pentagone évoque un rôle plus limité sur la dissuasion face à la Corée du Nord, avec une Corée du Sud en responsabilité principale. Traduction, on teste jusqu'où l'allié peut monter en puissance, et jusqu'où Washington peut se retirer sans perdre la main. Le risque, c'est la lecture que font les adversaires. 1. Si l'alliance paraît moins automatique, certains peuvent tenter un coup de pression. 2. Et si l'allié se sent lâché, il peut accélérer. Plus d'armement, plus de doctrines offensives, plus de lignes rouges. Résultat, on n'obtient pas forcément la stabilité. On peut obtenir une course au risque. Et c'est ici que l'actualité rejoint la doctrine. Trump menace le Canada de 100% de droits de douane si Ottawa avance vers un accord commercial avec la Chine. Ce n'est pas un clash Twitter. C'est une logique. Discipliner les partenaires via l'économie quand la sécurité et l'alignement géopolitique sont en jeu. Dans la NDS, il est aussi question de garantir l'accès américain à des terrains clés comme le Panama et le Groenland. Autrement dit, l'Arctique et les routes deviennent stratégiques. Et quand on parle Arctique, le Canada est au centre, qu'il le veuille ou non. Pendant ce temps, Taïwan rapporte 26 avions et 6 navires chinois détectés, avec 18 avions franchissant la ligne médiane et entrant dans des zones d'identification de défense aérienne. Ce type d'activité sert à 3 choses: épuiser la réaction, normaliser la présence et envoyer un message politique. Et détail révélateur, selon des analyses presse, Taïwan n'est même pas explicitement cité dans le document, alors que la stratégie insiste sur la première chaîne d'îles et l'Indo-Pacifique. Ça pousse l'ambiguïté, mais ça peut aussi ouvrir une fenêtre d'interprétation. Donc, on ne parle pas forcément d'un retrait américain total, on parle d'un réalignement. 1. Priorité au territoire. 2. Dissuasion face à la Chine. 3. Et alliance moderne. Partenaire autonome, plus États-Unis en surplomb. Le problème, c'est que ce modèle fonctionne seulement si l'allié est prêt, équipé et politiquement stable. Sinon, ça crée un trou. Et ce trou attire la pression. 3 scénarios. 1. Stabilisation. Les alliés investissent, la dissuasion se renforce. 1. Friction. Sanctions, tarifs, tensions internes dans les alliances. 3. Test d'adversaire. Une crise éclate là où l'ambiguïté paraît maximale. Si Washington transforme l'alliance en contrat de performance, qui échoue en premier? L'allié ou la dissuasion? Et surtout, qui profitera du moindre doute?